Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un architecte, Pierre-Alain Duprat, et un ingénieur civil, Aurélio Moutoni, qui vont nous présenter leur travail et la collaboration entre architectes et ingénieurs. En préambule, je vais être assez rapide pour les présenter. Pierre-Alain Duprat est donc architecte et fondateur de son propre bureau à Genève. Il est l'auteur de plusieurs projets significatifs, tels l'école de Prangin ou la passerelle de la paix, tous deux récompensés. Il est également le vainqueur de plusieurs concours d'importance cantonale, notamment la passerelle piétonne du Mont-Blanc, le plan d'urbanisme du Pave de l'Étoile, l'aménagement de la Rade ou encore, dernièrement, la fabrique Carandache. Il a enseigné à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et a été expert dans de différents jurys. Aurélio Moutoni est lui ingénieur civil ainsi que professeur et directeur du laboratoire des structures en béton de l'EPFL, où il contribue à l'avancée des recherches scientifiques sur ce matériau. Il est aussi praticien, fondateur et associé des bureaux Moutoni et Fernandez dans le canton de Vaud et Lourati et Moutoni, partenaires au Tessin. Il est l'auteur de plusieurs réalisations iconiques, telles que la Maison de l'Écriture à Montrichier ou la coque en béton du centre commercial de Chiasso. En plus de ses réalisations dans le domaine des bâtiments, il est aussi concepteur d'ouvrages d'art. L'Exantable Bruquet dans les Grisons ou plus récemment la passerelle de la Sorge à Lausanne en sont de parfaits exemples. Je pourrais continuer ainsi longtemps à détailler vos riches parcours, mais je pense que le mieux c'est que vous les présentiez vous avec cette présentation. Donc encore merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et puis ça va être, je pense, très intéressant. Donc merci d'être là encore. Voilà. Merci. Merci. Merci Frédéric, je pense que tu as oublié de te présenter. Frédéric Monet, ancien doctorant et ancien collaborateur. Voilà, bonsoir. Je m'appelle Aurélio Moutoni. Je commence d'abord notre présentation. Je vais commencer avec quelque chose de très personnel, avec le but de montrer qu'en réalité, il y a beaucoup de façons de collaborer pour un ingénieur comme je suis, de collaborer avec des architectes. Chaque architecte a une personnalité différente, avec des expériences très différentes. Je vais commencer avec cela, et puis on va se partager le temps en présentant des projets, et puis on va terminer avec un projet qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Donc, comme tous les adolescents de ma génération, j'étais passionné de travail en bois. J'étais assez bon en réalité, et je rêvais de devenir menuisier. J'avais aussi un grand frère qui était étudiant en architecture, qui est devenu ensuite architecte. Et donc, c'était presque naturel qu'à partir quand j'avais 10, 12 ans, je commençais à faire des maquettes pour lui, avec lui. Et on a travaillé ensemble pendant une vingtaine d'années, en réalité. C'était une magnifique expérience que je vais vous présenter un petit peu. Et puis, à la fin du gymnase, du lycée, j'avais des doutes, est-ce que je vais faire vraiment le menuisier, ou j'avais aussi un autre frère ingénieur qui est ensuite devenu entrepreneur. Et lui, il avait acheté 2 jolis livres que vous voyez ici, donc je commençais aussi à me passionner un petit peu pour l'ingénierie, aussi la conception des ouvrages d'art, parce que j'avais vu qu'en réalité, il y avait une forte analogie entre le travail de l'architecte, d'un frère, et puis la conception des ouvrages d'art, voilà, Maillard, ou aussi des structures de bâtiments, Nervi. Donc j'étais très partagé. Et puis il y avait aussi ces revues-là qui circulaient à la maison. Et pour finir, j'étais très partagé, mais entre menuisier, architecte, ingénieur civil. Pour finir, j'ai décidé de faire ingénieur civil. Et donc, au début, dès que j'étais capable de comprendre qu'est-ce que c'est un moment, comment calculer une flèche, j'avais commencé à collaborer avec mon frère en tant qu'ingénieur. Les premières tâches, comprendre quelle est la dimension optimale d'une table, est-ce qu'il faut optimiser les moments, est-ce qu'il faut optimiser les flèches. J'ai vite vu qu'en réalité, la tâche de l'ingénieur, elle est très complémentaire avec celle de l'architecte. Et pendant à peu près une vingtaine d'années, en réalité, on a vraiment collaboré, on a fait plusieurs projets ensemble, pour la plupart desquels je ne suis pas l'ingénieur officiel, c'est-à-dire à l'époque,
les ingénieurs n'aimaient pas tellement collaborer avec les architectes, je dois le dire. Ils étaient là pour calculer, pour dimensionner, et puis la conception, voilà, ça ne les intéressait pas tellement. Et donc, il y a toute une série de bâtiments qui ont été réalisés par mon frère en tant qu'architecte, mais qui, en réalité, et qui ont été suivis par d'autres ingénieurs. Et pourtant, moi, j'avais pas mal travaillé avec mon frère dans la conception de la structure. Je pense que les ingénieurs en charge ne le savent même pas, je pense. Hein. Voilà. Et puis, mon frère, il avait aussi, il était très actif au sein de la FAS, au Tessin. Il avait pas mal d'amis au Tessin, parmi lesquels Livio Vacchini. Et un jour, mon frère m'a dit, écoute, Livio Vacchini a un petit problème. Il vient de construire son bureau. C'est un joli bâtiment avec une très grande portée. Et puis, il y a des flèches qui commencent à augmenter. Ça dépasse les 5 cm. Commence à plus pouvoir ouvrir les portes. Ça commence à devenir très problématique. Est-ce que tu peux aller voir? Moi, j'étais encore étudiant, doctorant à l'époque. Et puis, je suis allé voir, j'ai dit, écoute, Livio, là, tu as travaillé un très bon ingénieur, mais c'est trompé. C'est souvent se trompe. Aussi, les très bons ingénieurs font des erreurs, je le dis toujours. Jusqu'à maintenant, j'ai eu une grande chance, mes erreurs n'ont jamais eu des conséquences graves. Et voilà, et Livio m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire là? Est-ce que tu peux le sauver, ce bâtiment? Je dois le démolir ou qu'est-ce que je fais? Bon, ça suffit d'ajouter un petit peu de précontrainte. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et puis, le bâtiment, il est monté. Et à partir de là, j'ai gagné beaucoup de confiance de la part des architectes qui, Livio Vacchini, a commencé à en discuter avec ses collègues, comme ça. Et alors, voilà, à partir de ce moment-là, les architectes ils ont commencé à m'appeler. Et dès que je suis rentré au Tessin, voilà, j'avais déjà une bonne publicité faite. Avec Livio Vacchini, la collaboration était incroyable, c'était magnifique. C'est-à-dire, souvent, j'arrivais chez lui, on commençait la séance, il avait une feuille presque blanche, avec une trame régulière, un carré dessiné, et puis il me demandait, qu'est-ce que tu ferais comme structure? Et puis, au début, je posais la question, mais qu'est-ce que c'est le programme? Quels espaces tu veux façonner avec la structure, comme ça? Ça ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que tu ferais comme structure? Et puis, je commençais à esquisser, comme ça. Et puis, je me suis vite rendu compte, après quelques expériences de ce type-là, que, voilà, il était à la recherche d'idées. Hein. C'est-à-dire, pour lui, la structure, c'était une source de idées. Bien sûr, il avait déjà clairement en tête le projet, il était très malin, mais il voulait vérifier ce qu'il avait en tête par le biais de la discussion avec l'ingénieur. Et ça a été vraiment passionnant. On a fait quelques projets qui étaient vraiment passionnants. Ça, c'était un concours où on n'a pas eu beaucoup de succès pour la mairie de Nice. Et là, on a fait énormément de réflexions. On a passé tellement de temps à discuter. On a aussi développé des choses vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes. Voilà, on n'a pas le temps de le décrire ce soir. Lio Galfetti, c'était une autre expérience magnifique. C'était quelqu'un d'incroyablement généreux, et qui avait une façon de travailler assez différente. C'est-à-dire, lui, il aimait beaucoup partager, discuter. Souvent, c'était des discussions très ouvertes avec plusieurs personnalités. Là, par exemple, c'est une magnifique expérience que j'avais faite à l'époque avec lui. Il présidait un groupe de travail qui avait été mandaté par le canton avec le but de dessiner le tracé d'une ligne ferroviaire à travers le canton. Et puis on avait vite vu en discutant que la tâche, c'était pas tout simplement de trouver le tracé optimal, c'était beaucoup plus large. Il fallait lier en réalité avec une nouvelle transversale alpine le nord de l'Europe avec l'Italie. Donc l'enjeu était énorme. Donc l'échelle, c'est au niveau du 100 millième au début. On avait commencé à travailler là-dessus. Mais pour finir, pour tout vérifier si ça marche ou ça ne marche pas, il faut aller très en détail.
avec des maquettes. On a pratiquement construit tout le canton en maquette. Et puis on a vérifié vraiment la position optimale du tracé de cette ligne ferroviaire à travers le canton. Et on était très fiers de ça, parce que pour finir ce tracé qu'on avait proposé, il avait été accepté par les CFF. Là où je pourrais parler vraiment une heure là-dessus, c'était vraiment une expérience magnifique. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que le travail de l'ingénieur, très souvent, il est aussi très large, c'est-à-dire on participe à des discussions à un niveau très général, on peut contribuer aussi. Donc là, il y avait des contraintes géométriques, quel est le choix du rayon de courbure optimale et tout ça. Là, j'avais participé à ces discussions avec ces réflexions-là. Et puis on va en détail, on va de plus en plus en détail. Et puis ça peut devenir même très logique, c'est-à-dire on avait dessiné ce tracé, moi j'avais plus ou moins en tête comment on aurait pu traverser le lac, mais les gens étaient un petit peu perplexes. Donc une fois on a été montrer ça au CFF, ils m'ont dit, mais là, vous traversez comment le lac? On va faire tout simplement un tunnel submergé. Et puis, oui, mais on n'a jamais fait ça. Bon, voilà, on a reçu le mandat pour faire une étude de faisabilité, et on a été même très en détail, on a vraiment conçu ce tunnel dans le lac. À l'époque, moi, j'étais en train de travailler aussi avec des collègues norvégiens des plateformes offshore. Et donc, tout simplement, on avait pris la technologie des plateformes offshore, on l'avait facilement adaptée pour construire un tunnel dans le lac. Voilà. Et là, bien sûr, si au début, les réflexions de l'architecte sont prépondérantes, même si c'est un vrai groupe interdisciplinaire, à la fin, de plus en plus qu'on avance à ces réflexions-là, les réflexions de l'ingénieur deviennent prépondérantes, et avec, bien sûr, toujours en collaboration avec l'architecte. Avec Mario Botta, la façon de travailler est toujours complètement différente. Lui, il a une vitesse de réflexion hallucinante. Là, par exemple, c'est les protections phoniques qu'on avait fait sur à peu près 2 km de longueur le long de l'autoroute à Chiasso. Et une fois, il m'appelle, il me dit, oui, j'ai reçu le mandat pour faire des protections phoniques. C'était encore l'époque où on recevait des mandats directs pour cela. Voilà, c'est pas un projet de hier, comme vous pouvez vous imaginer. Et puis il me dit, est-ce que tu peux venir, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Voilà, je vais chez lui. Et puis, bien sûr, il a déjà en tête exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, son idée, c'était de faire un boulevard bordé d'arbres, comme ça. Et puis, ses collaborateurs étaient en réalité, ils étaient déjà en train de construire la maquette. Et puis, donc, là, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Bon, oui, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas facile de suivre. Heureusement que ce projet-là, il s'est arrêté un petit peu quelques ans, il était trop cher, des oppositions et tout ça, donc ça a duré à peu près une dizaine d'années, tout le projet. Et c'est justement grâce à ça que j'ai pu commencer à faire le vrai travail de l'ingénieur, c'est-à-dire concevoir aussi la forme statiquement idéale. Et ça, là, j'avais mis en pratique, par exemple, un concept sur lequel j'ai travaillé plusieurs fois, c'est-à-dire la ramification des forces, comme je l'appelle, c'est-à-dire on peut concevoir une forme tout simplement en réfléchissant quelle est la transmission optimale des forces de la couverture jusqu'aux fondations. Donc c'est tout simplement avec la statique graphique. Et pour finir, ce qu'on a obtenu à la fin, c'est très différent de l'image initiale, c'est encore quelque chose d'arboriforme, mais avec vraiment des réflexions structurales. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de façons de travailler. Et puis une expérience que pour moi a été vraiment formidable, c'était l'expérience de l'Académie d'Architecture à Mendrisio. Là encore une fois, Mario Botta et Dio Galfetti m'ont demandé est-ce que tu nous aides à fonder cette université? On est parti de zéro. Et puis là, ça a été des expériences vraiment, vraiment incroyables. Hein. Donc, moi, voilà, un jeune ingénieur à l'époque, il ne pouvait qu'apprendre énormément des discussions qui avaient lieu entre
Alfredo Pini, donc de Atelier 5, Mario Botta, Peter Zumthor, Lia Galfetti et d'autres, sur qu'est-ce que c'est l'architecture. C'était passionnant. On avait toujours des séances le dimanche matin. C'est le seul moment où tout le monde était libre. Hein. Et puis, c'était vraiment magnifique. Et puis dans tous les domaines, c'est-à-dire pour le graphisme, Bruno Monguzzi et Olivier Toscani, voilà, ils débattaient sur qu'est-ce que c'est le graphisme, quelle est la contribution de ça dans l'architecture ou dans l'histoire de l'art. Voilà. Harald Seemann et Carlo Bertelli, ou d'autres contributions encore, les différents, voilà, l'histoire de l'architecture, Céline et Francesco Delco, par exemple, ou d'autres personnes. Moi, j'avais énormément appris avec ça. Et j'ai vu qu'en réalité, l'architecture est incroyablement riche, mais aussi la contribution des ingénieurs à l'œuvre de l'architecte, elle peut aussi être aussi caractérisée par une certaine créativité. Le résultat de tout ça, c'est en réalité une chose que j'avais développée à l'époque, c'est-à-dire une façon un petit peu nouvelle d'enseigner les structures aux architectes et aux ingénieurs. Bien, quand je suis venu à l'EPFL, c'était un petit peu une déception, parce que quand je suis arrivé, j'ai remarqué que ces deux figures professionnelles ne collaboraient pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune collaboration entre ingénieurs et architectes. Heureusement que c'est ce moment-là, pratiquement, l'école, ça a été du top-down, le président a dit, voilà, maintenant vous mettez ensemble, vous travaillez ensemble, vous faites une faculté ensemble. C'était magnifique. Donc c'était il y a une chance inouïe, et c'est à partir de là que, en discutant comme ça, j'avais lancé ce projet, cette idée, ce slogan qui est devenu de projeter ensemble. Voilà. On a essayé, bien sûr, toujours de continuer dans la pratique, de projeter ensemble, mais je te laisse peut-être continuer avec ça pour montrer tes expériences dans ce sens-là. Merci Aurelio. Mon parcours est un peu différent, mais je n'ai pas commencé à 12 ans, mais un peu plus tard. Et j'ai la chance de me retrouver ce soir avec toi, et puis parmi tous ces grands noms de l'architecture. C'est une chance qui est venue en fait par rapport à une envie de ma part de travailler justement sur des structures un peu plus importantes que simplement l'architecture. Et le premier projet sur lequel j'ai travaillé, tu étais dans le jury, on ne se connaissait pas encore. Et j'ai eu la chance de travailler avec Laurent Chablet, qui est un ingénieur que j'avais rencontré à l'école d'architecture de Fribourg lors d'un jury. Les ingénieurs ici à Genève étaient déjà pris dans des équipes. Et finalement, il m'avait montré un petit projet qu'il avait fait pour Geninasca delle Fortri, qui était une petite passerelle sur la Reuse. Et j'ai pensé à lui au moment de l'inscription, et c'était une aventure magnifique. C'est un ingénieur très expérimenté, qui fait ses calculs à la main encore. Des fois, ça peut nous jouer des tours. Et je me suis lancé sur ce projet, qui est la passerelle de la paix, sur les voies CFF de quartier de Sécheron, qui est maintenant un site qui est bien terminé, alors qu'à l'époque, il s'agissait d'insérer une passerelle dans un environnement qu'on avait de la peine à appréhender. Les CFF voulaient préalablement fermer la passerelle, puisqu'elle avait une utilité surtout de relier les différentes rives à la gare centrale du milieu, qui est l'élément que vous voyez au milieu des voies. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, et peut-être que le travail que je fais avec les différents ingénieurs sur les ouvrages d'art ou sur les passerelles en particulier met d'abord l'accent sur l'utilisation, sur l'usage, plutôt qu'une fonction immédiate ou une fonction peut-être un peu restrictive. Le parcours piéton qui s'inscrivait avec cette passerelle faisait partie du plan directeur cantonal des promenades. Et je me suis simplement posé la question, est-ce que vraiment cette passerelle doit être fermée, ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'ouvrir, profiter un peu des vues latérales? Alors j'ai aussi fait travailler l'ingénieur préalablement. Je lui ai posé la question déjà, parce que en tant qu'ingénieur, quand on doit franchir 160 mètres de portée ou 2 fois 80 mètres, en tant qu'architecte, on se pose quand même la question comment est-ce qu'on peut appréhender ça, quels sont les systèmes de montage, comment l'ouvrage va se construire, va pouvoir vivre
puis il va être suffisamment résistant pour pouvoir aussi dégager des vues telles qu'on voulait le faire. Une fois que j'ai décidé d'enlever la toiture, il m'apparaissait important de pouvoir quand même avoir une notion de protection. Et puis cette protection, plutôt que de la voir en toit, on l'a imaginée latéralement, avec des structures tridimensionnées comme ça, de chaque côté, qui permettent d'avoir des vues dégagées. Et puis aussi de relier les différents points d'accroche avec les ascenseurs, avec les structures plutôt hautes, à ce moment-là, qui intègrent justement l'ascenseur dans l'environnement structurel. Évidemment, le type de matériau, la construction, c'est un sujet, et le système de montage. Donc c'est devenu une poutre en acier très légère, finalement, qui s'inscrit dans le paysage avec beaucoup de vues dégagées sur les immeubles voisins, sur le site, notamment à la sortie de la gare. On voit le paysage de la ville. Et puis finalement, il y avait aussi Gabriel Guschetti, je crois, dans le jury de ce projet, si je ne me trompe pas. Et on a eu la chance de travailler plus tard. On s'est rencontrés un peu plus tard, et puis moi j'ai eu la chance d'étudier, d'enseigner les ouvrages d'art à l'école d'architecture de Fribourg pendant 5 ans, avec 3 ingénieurs différents. Donc je commençais à dialoguer avec eux d'une manière assez constante, avec les étudiants, architectes, ingénieurs, qui justement avaient cet atelier commun. Et puis la dernière année, je l'ai fait avec Gabriel Guschetti. On prenait le train le matin, on allait à Fribourg, on revenait l'après-midi. C'était un cours assez restreint, mais finalement, ça nous a permis d'enchaîner, toujours pour la ville de Genève, après, avec ce projet. Tu étais encore dans le jury, c'est pour ça que tu es une personne qui a jalonné mon parcours. Et on a élaboré ce projet pour la passerelle du Mont Blanc qui date de 2012. Maintenant, on est en 2026. On espère, en 2023, on espère la construire pour 2026. C'est un projet qui a subi quelques modifications, discussions politiques et autres. Mais il a gardé en fait son essence première, c'est-à-dire, là aussi, on s'est posé des questions avec Gabriel et on se disait, mais comment construire un ouvrage d'art sur un site aussi important, avec le pont du Mont Blanc à côté, qui pouvait éventuellement être agrandi. Il y a les différents flux piétons cyclistes qu'il fallait pouvoir gérer dans les accroches en rive droite, en rive gauche. Et puis finalement, un jour, un après-midi, donc il est venu à mon bureau. Après toutes les analyses qu'on avait faites avec nos collaborateurs respectifs, on a décidé de construire un objet détaché du pont du Mont Blanc, de ne pas avoir de confrontation délicate avec un objet du patrimoine qui date de 1860. Et on avait aussi plusieurs contraintes, parce que finalement, lorsqu'on construit des ouvrages d'art, il y a beaucoup de contraintes qui sont présentes, qui nous guident finalement pour les solutions à trouver. Donc en fait, les contraintes, c'était les gabarits de passage des mouettes, notamment qu'on voit sur la gauche, en vert et en rouge. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais ces 2 éléments ici, plus la barge flottante qui avait été réalisée préalablement par le bureau BMW, qui est un bel ouvrage qui est au ras de l'eau. Et on trouvait intéressant de pouvoir justement installer un objet supplémentaire qui tient compte de ces différentes conservations, on va dire. Donc c'est devenu une ligne dans le paysage que vous voyez là, qui est très, très tendue. Il fallait évidemment pouvoir mettre au moins un appui, 2 appuis ou 3 appuis, mais on a décidé de mettre qu'un seul appui au droit de l'île Rousseau, qui nous a permis d'avoir une grande portée principale pour le gabarit des mouettes, et puis une demi-portée en rive droite, là où on peut justement positionner un appui assez simple à côté du carrefour, avec pas mal de nuisances. Il y a beaucoup de pragmatisme en fait, et d'analyse, peut-être dans ma façon de travailler, mais parce que finalement, le dialogue avec l'ingénieur et les possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir réaliser sont fondamentales pour garantir la réussite d'un ouvrage. Et puis là, on s'est rendu compte qu'avec la grande portée, on a pu faire un grand massif d'encastrement du côté du jardin anglais, et puis de garantir vraiment cette ligne dans le paysage qui fait que la vue est dégagée depuis l'île Rousseau. Et on a ce galbe inférieur qui est donné justement au nouvel ouvrage pour garantir le passage des mouettes. Donc un caisson
on a commencé un peu comme la passerelle de la paix, donc un caisson latéral aussi, avec une vue cette fois-ci dégagée sur le jet d'eau, sur la rade. Et puis ce caisson accompagne le parcours, il se déforme, il s'élargit lorsque les charges descendent sur les appuis, et puis il s'affine un petit peu lorsqu'on est au milieu de la portée. Et puis ce caisson, finalement, on peut s'adosser, on a pu le compléter avec un banc. C'est devenu plus qu'une passerelle, c'est devenu un espace urbain à part entière, avec un usage, à l'abri un peu des nuisances sonores du pont du Mont-Blanc, et puis on a installé la piste cyclable sur le trottoir actuel du pont du Mont-Blanc. Voilà, les accroches que vous voyez actuellement avec la nouvelle configuration actuelle qui tient compte justement ensuite des flux, personnes à mobilité réduite, des piétons et puis les cyclistes sur le trottoir. Donc c'est un caisson métallique qui finalement est très fin dans le paysage, c'est une ligne dans le paysage. Je te redonne la parole, je la reprends un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui date déjà de quelques ans, qu'on avait fait avec Vincent Manja et Pierre Wallen. L'idée, c'était de construire une grande canopée sur laquelle on peut suspendre des petits bâtiments pour les écrivains. Je pense que beaucoup de vous connaissent ce projet. Et là, on avait eu beaucoup de discussions avec les architectes qui étaient très partagés entre l'idée de construire une grille de poutres pour créer cette canopée, ou l'alternative, c'était de faire une grande dalle avec des ouvertures pour laisser pénétrer la lumière. Et puis après, des longues discussions et beaucoup de réflexions de leur part, de ma part et tout ça. Un jour, on s'est dit, mais pourquoi, si on n'est pas capable de choisir entre une grille de poutre et une dalle perforée, ça signifie que la bonne solution, c'est ni l'un ni l'autre. Et bien sûr, une grille de poutre ou une dalle perforée, du point de vue conceptuel, c'est complètement différent. C'est-à-dire, dans la grille de poutre, on pose la matière, tandis que dans une dalle perforée, on enlève la matière. Et du point de vue de la conception de la structure, il y a une réflexion complètement différente. Et puis, là, on avait fait appel à des réflexions théoriques qu'on était en train de faire, c'est-à-dire la question qui se pose toujours, comment fonctionne-t-elle réellement une dalle? En réalité, le fonctionnement d'une dalle est incroyablement complexe. Mais on peut calculer mathématiquement, et ça c'est la beauté de l'exercice, on peut calculer mathématiquement dans quelle direction les charges sont transmises aux appuis. Ça c'est beau. On peut générer ce qu'on appelle des champs d'effort tranchant. Quand on a une dalle régulière, c'est presque banal, c'est-à-dire les charges convergent directement aux appuis. C'est ce qu'on a par exemple dans cet exemple-là. Mais dès qu'on a quelque chose d'un petit peu plus particulier, par exemple encore une structure très régulière, mais avec une charge concentrée un petit peu déplacée, on voit que le cheminement des charges est incroyablement complexe. Ça suit des cheminements très, très complexes. Et on peut en réalité générer des formes nouvelles, tout simplement basées sur le statique, basées sur des considérations statiques. Et puis là, je me suis dit, oui, mais là, on pourrait justement générer une forme, vu que dans notre cas, on a cet élément-là qui a des discontinuités à cause de la bibliothèque, de la salle de réunion, la trame n'est pas parfaitement régulière. Si on fait cet exercice, si on regarde comment les charges seraient transmises aux appuis, on voit qu'en réalité, la forme est incroyablement complexe et on pourrait s'inspirer pour générer une nouvelle forme de structure. Et c'est même un nouveau type de structure. C'est-à-dire, parce que c'est un mi-chemin entre disposer la matière où on peut avoir quelque chose qui amène les charges à l'appui, ou tout simplement imaginer qu'on a quelque chose où on fait des évidements. Donc c'est exactement à mi-chemin. Et ça, on avait trouvé très, très beau. Et donc les architectes ont vraiment suivi cette idée. On a justement généré cette forme, donc
à l'ordinateur en réalité. Et puis bien sûr, il y a encore toute une réflexion d'interprétation, il faut l'adapter, tout ça. Mais c'est ce qu'en réalité on a fait. Aujourd'hui, on peut aussi générer des coffrages de façon relativement simple. On n'a jamais eu un plan de coffrage si simple. En réalité, c'était tout simplement un fichier informatique qui a été envoyé à l'entreprise qui a fabriqué ces coffrages. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résultat de cette idée où la collaboration là se fait plutôt au niveau théorique. Hein. C'était vraiment une réflexion très théorique qu'on a fait avec Vincent Manja et Pierre Wallen. C'est très beau, hein. C'est vraiment une très belle collaboration. Et puis voilà, ce qu'on a obtenu, c'est justement cette structure. La chose étonnante, c'est qu'une fois, j'ai rencontré un collègue qui avait vu ça, et puis il m'a dit « Mais c'est vraiment incroyable, les architectes, ils nous obligent, nous ingénieurs, à faire des formes complètement absurdes. » Et moi, j'ai un petit peu de la peine à lui expliquer qu'en réalité, c'est une forme qui a été générée par l'ingénierie. Voilà. Autre projet où Aurelio a aussi été déterminant, tu te souviens? Non, pas suffisamment. Non, pas suffisamment. C'est malheureusement, voilà, on l'a pas gagné, mais en fait, ça m'a donné. Enfin, c'était la même période que la passerelle de Sécheron. C'était quelques mois après, toujours avec le même ingénieur, Laurent Chablais. On s'est lancé dans ce concours du pont ferroviaire du CEVA, où la complexité du... Attendez. Voilà, c'était un thème assez complexe puisque le train sortait de terre après quelques kilomètres dans des tranchées couvertes, dans des tunnels. C'était le seul moment où finalement l'usager, le conducteur de train ou le passager pouvait voir un petit peu le paysage. Une idée qui a tout de suite émergé, c'était de pouvoir profiter de cette ouverture ne serait-ce que 3 secondes pour voir un paysage magnifique. L'Arve est à cet endroit-là, c'est vraiment très sauvage et très intéressant. Et dans le concours, il y avait la notion d'un bâtiment, d'un concours d'idées pour un bâtiment sportif, vestiaire et autres. Donc finalement, je me suis dit, plutôt que de subir la sortie de ce tracé que vous voyez ici en pointillé, tout à coup qui sort de terre, et puis qu'est-ce qu'on en fait ? Un talus, des remblais, finalement on peut grimper sur le toit, etc. On a transformé ça en bâtiment-pont, donc avec l'entrée au début sur la route de Verrier, et puis ensuite, petit à petit, le train prend possession du volume, et puis ensuite se transforme en pont entre le cordon boisier et puis la falaise de Champel. Donc l'idée était de travailler avec quelque chose de très simple, avec cette ouverture en losange. Finalement, on a étudié une transition entre justement ce rectangle de la tranchée couverte par rapport le secteur du milieu où la fenêtre commence à prendre son existence avec cette vue. On transforme ça en octogone quasiment, puis on redevient finalement, c'est pour ça qu'on utilise des surfaces courbes, on redevient de nouveau octogone pour aller dans le rond du tunnel. Et puis l'exemple qu'on avait remarqué de Nervi à Vérone, le Ponte Risorgimento, est justement en surface courbe, un peu dans les principes de la passerelle du Mont Blanc tout à l'heure, où finalement, au moment des appuis, c'est là où on a les plus grandes largeurs, et puis au milieu de la portée, on s'affine un petit peu. Là, c'était un peu l'inverse, puisqu'on avait une auge supérieure et une auge inférieure, mais il fallait justement qu'on puisse transmettre les charges et justement assumer que c'est le béton qui prend la forme. Le vitrage qui, lui, était en périphérie pour des questions de silence par rapport au site, était plutôt une surface plane. Et puis, après, je me suis posé la question, en parallèle de ces ouvrages d'art, ces contributions et ce travail avec les ingénieurs, par rapport à l'architecture sur laquelle j'étais en train de travailler en 2002-2006, la crèche de Saint-Jean, aussi avec cette volonté de pouvoir offrir des perspectives. Donc là, on est clairement dans des bâtiments, mais par rapport au pont du CEVA, on a une toiture, une fenêtre, et puis on a
un tablier sur lequel le train circule. Là, on a une toiture, c'est le parc. On a des grandes fenêtres en bas, et puis les enfants qui sont en bas au niveau de ce nouveau rez inférieur. C'est un projet qui alimentait justement ces réflexions que j'avais à ce moment-là, avec justement les parapets latéraux qui reprenaient de nouveau une existence un peu comme les caissons métalliques des ponts et des ouvrages d'art, pour pouvoir suspendre en quelque sorte la dalle de toiture, et puis offrir ce panorama, cette perspective la plus grande possible, qui permet en fait d'avoir non seulement cette anti-chute depuis le rez-de-chaussée, et puis lorsqu'on est dans les étages des enfants, qui est un étage inférieur, d'avoir justement cette ouverture la plus grande possible, avec les enfants qui finalement se voient grandir entre eux dans un univers complètement clos. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, toujours avec le même bureau, qui est Jacques Rossier et Christian Morel à l'époque, Urner et Associés, de pouvoir travailler sur un thème assez similaire pour un agrandissement d'une maison qu'il fallait faire en fait dans la pente du terrain. Enfin, il ne fallait pas le faire. C'est nous qui avons proposé ça. Les clients avaient peur qu'un agrandissement étouffe en fait la maison existante. Et par rapport à l'expérience de la crèche de Saint-Jean, l'expérience justement des grandes structures, on a pu développer un projet qui vient chercher le bas de la parcelle et qui permet justement de nouveau une très très grande ouverture longitudinale en installant en fait, en se servant de la barrière entre le jardin supérieur et le jardin inférieur pour que cette barrière, cette poutre devienne finalement le sommier inversé qui porte la totalité de la dalle. Donc on est en même temps en souterrain, mais on s'ouvre au maximum en horizontal pour pouvoir avoir au final un jardin utilisable en haut, une protection, et ensuite quand on est en bas, en ayant mis la poutre dans l'autre sens, légèrement en retrait du bord de dalle, on a justement ce porte-à-faux qui est géré par la suspension, en suspension par cette poutre qui elle-même est composée d'une structure métallique enrobée de béton. On a une relation sur le paysage inférieur qui est assez extraordinaire et qui dialogue avec la nature en bas. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet qu'on a fait récemment, bon oui, c'est déjà quelques ans, avec UAS Architecte à Zurich, c'est Jean-Pierre Duric. Et c'est une passerelle qui doit relier cet énorme bâtiment pour les étudiants, c'est un village, 1200 étudiants, une histoire comme ça, à 2 pas de l'université de Lausanne, ici. Et puis, il fallait concevoir cette passerelle ici. Ça, c'est l'une des premières maquettes. C'est même la maquette que l'architecte avait faite avant de me demander. Et puis, quand on m'a demandé de commencer à regarder sur la passerelle, c'est pas évident de construire une passerelle qui va relier l'université avec un énorme bâtiment qui avait un très fort caractère, comme vous le voyez ici. Et donc, la première réflexion que je me suis dite, il faut que ce soit pratiquement le bâtiment qui sort vers l'université. Et donc, la première fois que j'ai rencontré l'architecte, je lui ai dit, écoute, Jean-Pierre, est-ce que je pense qu'on pourrait faire la même chose que tu as faite pour le bâtiment. Moi, j'avais participé à la conception du bâtiment. Hein. Il m'a dit, je me suis dit, on pourrait faire la même chose aussi pour la passerelle. Hein. Donc, une dalle de béton qui ressemble fortement à une dalle de béton le plus mince possible, avec des éléments en porte-à-faux de ce type-là. Et puis c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais les contraintes sont quand même celles d'un pont, c'est-à-dire on l'appelle passerelle, mais elle traverse une rivière, une route, une voie du métro, une deuxième possible, une troisième, quatrième possible, avec des portées relativement importantes, très faible hauteur à disposition, comme ça, suite aux contraintes géométriques. Et puis je me suis dit, bon, alors on va faire une dalle, on va façonner une dalle avec l'entre-deux de ce pont, pour finir, ça devient vraiment un pont. L'entre-deux, ça devient comme une dalle, ça donne l'impression que c'est une dalle, mais ça ne peut pas être exactement une dalle à cause des
à cause de ces contraintes. Et donc, voilà, justement, donc, l'idée, c'est d'avoir un entrée d'eau lisse, comme si c'était une dalle. Hein. Et puis souvent, dans ces ouvrages-là, moi, je dis toujours à mes étudiants, il faut commencer à réfléchir, bien sûr, sur la conception générale, mais un des points qu'il faut regarder tout au début, c'est qu'est-ce que vous faites avec les conduites. Hein. Les ingénieurs peu expérimentés, ils font la conception de l'ouvrage, et puis la dernière minute, ils réfléchissent aux conduites. Désastre, hein, c'est-à-dire... les conduites, il faut les réfléchir dès le début. Ça va avec le projet. Et donc l'idée, c'était justement d'avoir une rainure ici dans laquelle on peut incorporer toutes les conduites et tout ce qui va avec l'ouvrage. Et puis l'idée, justement, pour avoir une vraie dalle, c'est d'avoir une dalle en porte-à-faux. Donc l'élément de support, il faut les concentrer le plus au centre possible, le plus petit possible, le plus discret possible. Et voilà, cette coupe qui donne presque l'impression d'être un petit peu instable, mais voilà, mais c'est tenu bien sûr par les culées. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de base. L'architecte, il a tout de suite, il s'est plu vraiment à l'architecte, Jean-Pierre Durig, il m'a dit oui, vas-y. Lui, il avait d'autres choses à penser, il était en train de concevoir en réalité cet énorme bâtiment. Donc ça, c'est un petit peu l'image depuis le dessous, et puis là, c'est un pont qu'on voit surtout depuis le dessous, hein, c'est-à-dire c'est très proche de l'arrêt du métro, donc on le voit, donc on est toujours sous ce pont-là, donc ce qu'on voit depuis le dessous, c'est fondamental dans la conception de cet ouvrage-là. On a aussi développé un détail ici dont on est très fier. On a trouvé que c'était la façon la plus efficace pour protéger les usagers de la ligne de contact, hein, parce que le problème qu'on a dans ces genres d'ouvrages proches des chemins de fer, c'est qu'il faut protéger la ligne de contact, parce que là on a une ligne à 750 volts, donc on a développé et ça on l'a fait vraiment avec l'architecte. C'est une très belle collaboration pour un détail qui en réalité est fondamental dans la perception de l'ouvrage, parce que c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire c'est la tête de la dalle, en réalité elle est très très mince, hein, c'est seulement 12 cm, donc ça donne presque l'impression d'être une dalle de seulement 12 cm d'épaisseur. Et puis l'idée d'avoir la pile, même dans une zone peut-être à première vue pas très logique, hein, c'est-à-dire où il y a la zone la plus faible de la structure, je pense quand même que c'est juste de la mettre ici, la pile, mais ça pose des problèmes statiques, voilà. Mais souvent, c'est un petit peu mon approche, c'est-à-dire j'aime bien aller à la limite du faisable, hein, c'est-à-dire pour arriver à des formes, même si ça nécessite de calculs et des approches très poussées, de beaucoup de réflexions. On a passé des jours et des jours, mes collaborateurs sont devenus fous avec ce détail-là. Mais je pense que moi, je suis très content de ce détail-là, qui est vraiment épuré et qui donne vraiment l'impression de quelque chose de très logique. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résultat de cet ouvrage-là. Oui, vous allez voir peut-être encore quelques réflexions similaires dans un autre projet qu'on va vous montrer dans quelques minutes, mais je te laisse d'abord présenter ça. Parallèlement à ça, aussi, j'ai aussi travaillé sur les structures en sous-face du tablier. J'ai fait une petite pause entre la passerelle du Mont Blanc et le concours d'ouvrage d'art suivant, en fait, que j'ai fait avec T-Ingénieur à Lausanne. Donc, tout est une question de gabarit, finalement. Il s'agissait de franchir une route avec, vous voyez sur la coupe inférieure, les gabarits des camions, des bus, des voitures, etc. Avec, à gauche, un appui sur une dalle de parking. Donc, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être forcément lourd. Et un travail qui s'inscrivait au milieu de limites parcellaires qui, normalement, ne nous permettaient pas de faire une courbe en plan comme ceci, plutôt avec des coudes et quelque chose d'assez saccadé. 2 cages d'escalier ascenseur, parce que finalement, on monte et puis on relie, on redescend. Tout ça nous a questionné. On a essayé de trouver une solution qui ressemble un peu à un ruban qui se déroule entre une cage d'escalier qui enroule en fait l'ascenseur.
Et toujours avec cette idée peut-être du pont du Mont Blanc, avec une pile, une petite portée, un encastrement et puis une grande portée. Ben là, l'encastrement, il est du côté de la petite portée finalement. Ça nous a permis de faire un appui assez important, là où on pouvait le faire justement. Puis ensuite, au niveau de la dalle du parking, je ne veux pas dire qu'on a des soulèvements, mais on est très léger, puisque finalement, beaucoup de charges sont reprises par ce pilier principal. Donc voilà finalement la courbure. On a voulu donner beaucoup de transparence au niveau du garde-corps. C'est comme une porte d'entrée sur la commune de Crissier, en fait, sur la route principale. Et quelque chose qui finalement s'harmonise relativement de manière assez fluide entre le début, qui est constitué d'une rampe de nouveau PMR, avec des vélos qui peuvent accéder, puis qui ensuite utilisent l'ascenseur. Ce n'est pas une configuration très rêveuse, on va dire, on est au-dessus d'une route, mais c'est une installation quand même utile de transition entre un quartier et un autre. Et puis, tu m'as appelé récemment, l'année passée, il y avait ce concours à Sion qui nous a vraiment intéressés. On avait plusieurs hypothèses aussi. Il s'agissait d'un pont, mais qui est finalement, dans nos réflexions, est devenu un peu quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus homogène, avec justement aussi la possibilité, en fonction des gabarits et du paysage magnifique qu'on voit sur la ville de Sion, d'avoir des vues très lointaines lorsqu'on passe en vélo, à pied ou en voiture. À gauche et à droite, en aval et en amont de ce futur projet, il y avait 2 ponts qui existaient, avec déjà des structures assez émergentes. Et puis, on a beaucoup réfléchi sur la portée. On pouvait aller jusqu'à 90 mètres de portée, 100 mètres de pile au milieu du Rhône. Ça me paraît évidemment quelque chose d'assez possible. Il y a la présence de cette carrière de pierres concassées, avec un aspect un peu minéral, un site qui pourrait justement transformer la matière sur un nouvel objet. Et on a beaucoup réfléchi à ça. On a finalement décidé comme tu l'as fait aussi à côté du Vortex, de pouvoir travailler avec une structure inférieure, pas juste pour le plaisir de le faire, mais pour justement conserver les vues, qu'elles soient au-dessus du tablier pour les usagers, ou bien en dessous du pont pour les usagers en fait, des berges latérales. La portée de 95 mètres a pu du coup être agrandie à 101 mètres avant d'être finalement divisée par 2, ce qui nous a permis d'imaginer un pont en béton, justement, avec cette minéralité, et puis surtout un tracé très continu entre le début, la série de piles, et puis ensuite la culée extrême du côté de la ville. Voilà, tout ça avec les gabarits pris, en fait, la structure a été imaginée en fonction du gabarit des hautes eaux du Rhône, pour pouvoir justement être légèrement au-dessus, et puis avec une transmission des charges qui permet d'avoir des efforts corrects, et puis une économie de matière. Et là, Aurélio, je te passe la parole. Oui, c'est peut-être toujours intéressant de discuter un petit peu aussi de la genèse des projets. Voilà, on a des jeunes, beaucoup de jeunes ici, ce que nous fait beaucoup de plaisir, et c'est bien peut-être un petit peu d'expliquer comment on arrive à certaines idées. Moi, je dois avouer que je suis cassé la tête, essayer de faire d'abord de faire des projets sans pile centrale, parce que c'est une absurdité. On est capable de franchir 95 mètres sans aucun problème aujourd'hui, donc pourquoi mettre une pile au milieu du Rhône? Et puis c'est exactement le contraire de ce que j'explique aux étudiants, qu'il faut pas mettre une pile au centre de la portée, c'est-à-dire voilà, on aimerait bien avoir le vide au centre et pas quelque chose de porteur. Et puis, donc, j'avais beaucoup réfléchi sur... Voilà, on a vite arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible d'avoir une structure supérieure. Il y a le pont de Christenmen juste à côté, avec un très fort caractère, un pont banné. C'est impossible de faire quelque chose de similaire à côté. On ne peut pas faire. Par définition, on a toujours dit dès le début, on ne peut pas avoir une structure supérieure. C'est impossible. Il ne faut même pas perdre une minute avec ça. C'est un principe. C'est un dogme presque, non? Et puis, on a vu que la qualité, en réalité, c'est le passage des piétons, des cyclistes. Et ça va devenir quelque chose d'important ici, c'est-à-dire ça va devenir l'autoroute des cyclistes,
d'un côté, donc côté sud et côté nord, ça va être la même chose. Donc le vrai vide, pour finir, ce n'est plus sur la rivière, mais le vrai vide, c'est ici. Et donc, comment passer en dessous de ce pont où la hauteur d'exposition est très petite, et ça doit inviter de passer en dessous. Et c'est ça que, une fois tu as posé la question, après plusieurs semaines de travail pour essayer de franchir sans appui, et tu m'as dit, mais pourquoi on ne met pas une pile au milieu du Rhône? Et moi, je pense que je t'ai dit, mais non, c'est absurde, on est capable de le faire. Et puis en réfléchissant, mais tiens, c'est la bonne idée. Non donc des fois, les ingénieurs, quand ils sont en train de travailler avec les architectes dans le cadre des ouvrages d'art, une question bien posée, ça nous aide énormément. Donc souvent c'est le cas. Et donc on est allé justement dans cette idée. Vous voyez qu'il y a une forte analogie pour finir avec la passerelle de la Sorge, mais on y est arrivé pas de façon automatique, mais après beaucoup de réflexion. Bien sûr, là, les portées sont encore beaucoup plus importantes que dans la Sorge, donc ça ne peut plus être seulement une dalle façonnée avec un entrado, un joli entrado lisse qui semble une dalle. Non, là, il faut ajouter encore un élément fort sur la pile au centre de la rivière, et on a pensé justement à ces deux voiles, peut-être dans la coupe transversale. Oui, donc on a ces deux voiles ici, que ça ne donne pas une section en caisson, ça reste une section ouverte, et ça c'était un petit peu le défi. Mais on ajoute, c'est comme une dalle qui commence à avoir comme des espèces d'excroissance qui deviennent comme des voiles qui arrivent à se toucher uniquement sur la pile. Ça, c'est un petit peu l'idée qu'on avait développée. Bon, les efforts, ça c'est la coupe courante. Donc vous voyez, il y a un souci encore d'économie, de réduire le plus possible la quantité de matériaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment essayer d'éviter de gaspiller les ressources comme on l'a fait dans le passé. Donc chaque mètre cube qu'on peut enlever, il faut absolument le faire. Et voilà, donc on est très content que cette idée a plu au jury. Voilà. Et finalement, ce qui ressort aussi peut-être de cette image, c'est que le paysage est magnifique. Là, on a une dualité entre ceux qui profitent de l'ouvrage au-dessus, et puis ceux qui profitent en fait du paysage ou de la promenade dessous, puisque en fait, le long du Rhône, dans le Valais, on a souvent ces allées en fait, de mobilité douce ou autre qu'on voit sur des kilomètres et des kilomètres, qui justement est une promenade au bord de l'eau. Et on voulait vraiment que l'émotion soit au rendez-vous, que ce soit sur l'ouvrage ou bien en dessous, ce rapport avec cette structure qui flotte par-dessus le Rhône, avec justement cette matière minérale finalement qui se reflète un peu dans les eaux du Rhône à cet endroit-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Est-ce que des personnes ont des questions? On va faire ça peut-être 5 à 10 minutes avant de pouvoir passer à l'apéro. Oui. Je ne sais pas qui va répondre, mais j'ai lu dans un livre de M. Nervi que son plus gros problème quand il imaginait des formes, c'était de convaincre le charpentier, enfin le maçon charpentier, pour faire le coffrage des formes qu'il dessinait. Alors bon, il faut situer ça dans les années 60, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des fichiers plus simples, mais reste que sur place, c'est un charpentier menuisier qui doit exécuter le coffrage. Oui. Est-ce que vous ressentez les mêmes difficultés? Alors, il a écrit ça dans Construire correctement. C'est un magnifique livre que j'ai montré dans l'une des premières diapositives. Nervi, il faut dire aussi qu'il avait un grand avantage, un petit peu comme c'est un entrepreneur.
au début. C'est-à-dire il avait une entreprise qui s'appelait Nervi et Bartoli. Et il avait des charpentiers excellents dans son entreprise. Autrement, il n'aurait jamais pu faire des structures de ce type-là. Je pense que quand il décrit ça, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est un petit peu un bluff. C'est peut-être vrai dans le cadre d'autres projets, mais beaucoup de projets qu'il a pu faire, c'est justement dans le cadre de son expertise, de son entreprise Nervi et Bartoli. Aujourd'hui, ça c'est un problème, à mon avis, ça a été un petit peu aussi un alibi qu'on a souvent utilisé à partir des années 60 parce qu'on s'est dit, voilà, on veut économiser la main-d'œuvre, les matériaux ne coûtent plus rien, donc on peut les gaspiller. Et donc, par contre, la main-d'œuvre devient de plus en plus chère. Donc, à partir des années 60, ça, c'était vraiment un grand souci, c'est-à-dire simplifier les formes et tout ça. Moi, je pense que c'est très dommage. Je dis même que, voilà, je plaisante un petit peu, mais heureusement qu'il y a le défi du développement durable. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes obligés heureusement, d'économiser la matière. Et donc, nous serons obligés, heureusement, à mon avis, de retourner et réfléchir des formes plus logiques, plus conséquentes, plus efficaces. Ça va forcément donner des formes un petit peu plus complexes, mais c'est mieux d'investir des énergies humaines à produire des formes plutôt que gaspiller des matériaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a d'autres questions? J'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que vous voyez une différence dans la collaboration architecte-ingénieur dans le cadre d'un projet d'ouvrage d'art et dans les bâtiments? Oui, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'architecte, en plus la passerelle de la paix, c'était mon premier concours d'ouvrage d'art. Quand on commence comme ça, la première question à poser à l'ingénieur, c'est quel type de structure on peut imaginer faire. Lorsqu'on fait un bâtiment, on est peut-être plus autonome ou indépendant dans un premier temps, et après, on peut s'enrichir évidemment des expériences de l'ingénieur. Je pense que le travail sur les ouvrages d'art est quand même très spécifique. Après, évidemment, suivant quelle architecture on fait, aussi, je dirais, il n'y a peut-être pas de différence, quoi. Mais voilà, là, on est vraiment dans quelque chose qui doit, comme Aurelio l'a dit, économiser de la matière, qui doit répondre à un fonctionnement, à un usage, à différentes contraintes. Voilà, le dessin des barrières, les hauteurs réglementaires, la vue sur le paysage, est-ce qu'on regarde en bas, est-ce qu'on regarde un paysage en haut, tout ça doit être pris en compte, et c'est vrai qu'on peut pas travailler, l'architecte peut pas travailler tout seul dans son coin. Je suis même plutôt très demandeur de beaucoup d'échanges en fait. Oui, moi j'aime les deux, mais il y a une différence énorme entre les deux choses. C'est-à-dire, voilà, les bâtiments, c'est votre tâche. C'est-à-dire, nous, on vous aide. Les ouvrages d'art, c'est plutôt notre tâche. Et on est très content que vous nous aidez. Et moi, j'ai toujours pensé que la contribution des architectes à la conception des ouvrages d'art, elle est fondamentale, même si peut-être mesurée en termes de temps, c'est peut-être seulement quelques minutes, quelques heures. Et tandis que l'ingénieur doit faire une très grande partie du travail. Mais sa contribution, elle est fondamentale. Déjà dans les discussions, c'est-à-dire déjà dans les questions, le questionnement de la tâche. Alors, et puis voilà, et puis il y a des choses dans lesquelles vous êtes très précieux. Et je dois dire que j'ai eu la chance de démarrer avec un ingénieur avec qui j'ai eu de démarrer les ouvrages d'art avec un ingénieur avec qui j'ai eu un vrai dialogue. Ça s'est poursuivi après avec Gabriele, avec toi, Aurelio. Il faut que les ingénieurs comprennent le discours d'un architecte, et puis il faut que l'architecte soit suffisamment, je pense, ouvert et ne pas avoir de directives, surtout pour ce genre d'ouvrage. Je crois qu'on est vraiment effectivement au service d'un ouvrage d'art, d'une transmission des charges, d'un concept statique, mais on participe à la discussion, c'est ça qui est aussi très intéressant. Voilà, c'est vraiment une écoute aussi mutuelle. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions dans la salle? Oui. Merci.
Bonjour. Bonsoir. J'aurais une question peut-être un peu particulière, mais je me demandais le rapport que vous aviez à l'environnement, qui aujourd'hui est un sujet très important, où bon, principalement l'architecte a un rôle important à jouer. Dans l'ensemble de vos projets, en dehors des passerelles, tout ça, vous utilisez beaucoup le béton comme matériau, tout ça. Et moi, je me demandais quel rapport vous aviez à l'environnement aujourd'hui, en 2023. Il faut faire beaucoup plus attention. Parce qu'on a un impact énorme. Du coup, je me demandais ce que vous pensiez de tout ça et comment vous contribuez à tout ça. Alors c'est plus une question pour moi, je pense. Je dirais un peu plus, mais si vous avez une Je réponse, contribue je pense que... volontiers à la réponse, mais Ouais. vas-y. Non, alors, Je vais d'être précise. il y a effectivement une évolution. Il y a, par exemple, le projet du pont de la Drague à Sion, c'est, comme Aurelio l'a dit, c'est un travail sur l'économie de la matière. Donc la matière reste le béton, en l'occurrence ici. Lorsqu'on compare des structures, que ce soit pour des ouvrages d'art ou pour des dalles, que plancher, pour des immeubles, on fait des bilans. Parfois, c'est étonnant, la dalle béton est pas si mal notée que ça. On fait des comparaisons avec des dalles bois, mixtes, etc. Donc là, je ne vous ai pas montré des projets sur lesquels on travaille sur les bâtiments depuis déjà un petit moment. Donc c'est une réalité, moi je le fais volontiers. Après, il ne faut pas que ça devienne un dogme aussi anti-béton, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait les ouvrages d'art, j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur les ouvrages d'art parce qu'il y a quelque chose de très pragmatique. À un moment donné, il faut franchir une distance, il faut pouvoir s'appuyer. On ne peut pas toujours mettre beaucoup de piles parce que là, effectivement, on parle de la pile qu'on a mis dans le Rhône. C'est pas forcément quelque chose de très facile à faire, mais cette pile, cet appui nous a permis ensuite d'être très économe sur la suite. Si on n'avait pas mis cette pile, on aurait fait une structure bien plus importante, alors qu'on aurait certainement transformé en métal, avec d'autres conditions environnementales également. Donc voilà, c'est une pesée d'intérêt, puis en fait, cette pesée d'intérêt, on l'a fait depuis des années et des années sur beaucoup de projets. Après, l'étiquette je fais du béton, je ne m'intéresse pas à l'environnement, non, pour moi, elle n'est pas juste. Voilà. Voilà. Non, c'est devenu malheureusement une histoire idéologique. Je pense que nous devons être vraiment ouverts. Et moi, je suis très content qu'on commence à parler de ça et qu'on devienne beaucoup plus sensible à ça. On m'a demandé il y a quelques mois de donner une conférence, donc je ne sais pas dire qui m'a invité. C'était un des grands cimentiers en Suisse. Et j'ai donné une conférence et puis j'ai montré avec des exemples que c'est déjà possible aujourd'hui de construire avec la moitié du ciment. Je suis convaincu que dans la plupart des structures, on pourrait facilement économiser le 30% de béton. Et puis je suis convaincu, si on regarde là, on a fait pas mal de recherches à l'école et comme ça, qu'on pourrait produire des bétons avec la même performance avec le 30% moins de ciment. Donc si vous faites 70% fois 70%, ça donne la moitié. Sans rien changer. Donc vous voyez, je pense que nous avons beaucoup gaspillé à cause de la paresse. Et ça doit changer. Donc ce type de béton, il faut arrêter de le faire. Donc le béton, on utilise beaucoup pour rien, pour des formes bien pas réfléchies. Je pense qu'il faut investir dans la matière grise, mais celle-là et pas le ciment. Et je pense qu'avec ça, on peut déjà obtenir des structures beaucoup plus efficaces. Et comme tu disais tout à l'heure, si on compare de façon objective les structures en béton aux structures métalliques, aux structures en bois, moi j'adore le bois. Vous l'avez vu, ma première diapositive, c'est le bois. Voilà, je ne vais pas montrer une photo de notre chalet où j'ai fait moi une bonne partie du travail de charpentier. Donc j'adore le bois, mais il faut aussi être réaliste. Si on voulait construire avec les défis de la société aujourd'hui tout en bois, il faudrait raser toutes les forêts au monde. Donc c'est pas voilà. Donc il faut être vraiment très 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 objectif et voilà. Merci. Merci pour cette réponse. Peut-être une dernière question, si on a une.
Je voulais juste vous demander, le pont qu'il y a sur cette image, s'il est précontraint. Il est fortement précontraint. Et ça permet aussi d'économiser de la matière. C'est-à-dire, si on ajoute beaucoup de précontraintes, on peut réduire les épaisseurs, on peut diminuer la quantité de béton. Donc il faut disposer beaucoup de précontraintes. La passerelle de la paix aussi. La passerelle de la paix, elle n'est pas précontrainte parce qu'elle n'est pas en béton, elle est en structure métallique triangulée. Donc c'est une structure légère qui franchit en fait 80 mètres d'un côté, 80 mètres de l'autre. On n'est pas dans et qui a une hauteur statique relativement raisonnable, on va dire. Donc on n'est pas dans les mêmes efforts qu'ici. Puis il faut savoir aussi qu'entre une passerelle et un pont routier, les charges sont très très différentes. Donc une passerelle, c'est vraiment quelque chose qui peut être très léger. On peut franchir des plus grandes portées évidemment que des ponts routiers. On n'a pas deux voitures ou des camions qui peuvent être stabilisés pendant un petit moment avec des charges aussi d'un côté ou de l'autre. Une passerelle, c'est uniquement piéton. Après, il y a évidemment beaucoup de paramètres à prendre en compte, hein, le vent, la vibration, la fréquence, etc., comme un ouvrage de ce type. Il est équilibré, c'est quand même assez sensible aussi par rapport à tous ces paramètres, ces normes. Mais voilà, là on joue avec les limites, et la passerelle aussi, et la passerelle de la paix, c'est la même chose. On joue avec les limites pour assurer la grande portée et puis répondre aux besoins des gabarits routiers ou des gabarits fluviaux, en l'occurrence pour la passerelle du Mont-Blanc. Je peux rebondir sur votre question. Pour montrer que cela est vrai, il suffit de regarder ce qui est sur nos têtes. C'est-à-dire, ça c'est une magnifique coque de Heinz Isler, ça date de quoi, 62 60-62. Encore, du point de vue structurel, un magnifique état. C'est pas évident de construire des structures où on utilise seulement 12 cm de béton. Et la quantité de matière grise ici, voilà, donc il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites. C'était l'un des plus grands constructeurs de coques, mais il était aussi capable, avec l'intelligence de la forme, d'épargner beaucoup de matériaux. Je pense que du point de vue du développement durable, ça c'est un joli exemple. Tout à fait, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc effectivement, une coque de 60 mètres avec 12 cm d'épaisseur, c'est une idée, on doit s'en inspirer pour nos structures à notre échelle, bien sûr. Une question. Il y a une dernière question? Ok. J'espère qu'elle sera courte. On parle beaucoup maintenant des tremblements de terre. Comment vous voyez la suite? Elle est courte, c'est pas ça. Aurelio? Dans quel sens la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment consolider les problèmes? Je ne suis pas un expert de tremblement de terre, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que déjà avec une bonne conception, déjà une bonne conception de la structure, on peut déjà beaucoup faire pour rendre les ouvrages d'art et les bâtiments beaucoup moins sensibles au séisme. Avec les bâtiments qui sont existants. Après, il y a toute l'histoire du bâti existant. Oui, là c'est un vrai défi. Il y a un certain risque avec une période de retour très, très grande. Pas non plus exagérer avec cela. Maintenant, bien sûr, avec ce qui s'est passé en Turquie, on est tous beaucoup plus sensibilisés, mais il faut penser que ce qu'on a eu en Turquie il y a quelques semaines, c'est un événement absolument exceptionnel. Je parlais un jour avec ma collègue de ingénierie parasismique, il me disait le séisme, le plus important des séismes qui a eu lieu en Turquie récemment, a provoqué une onde tellement forte qui a provoqué des déplacements en Suisse du sol de 20 mm. C'est-à-dire le sol s'est déplacé de 20 mm pour s'imaginer l'énergie qui est dégagée lors de ces séismes-là. Je ne suis pas sûr qu'ici, on pourrait avoir quelque chose de ce type-là.
Donc déjà, de ce point de vue, il ne faut pas non plus exagérer. Sur l'existant, bien sûr, il faut commencer à réfléchir comment intervenir de façon intelligente, sans beaucoup exagérer non plus. Je pense qu'il y a d'autres défis aujourd'hui qui sont peut-être encore plus importants. Je pense surtout à l'énergie, c'est-à-dire l'assainissement thermique. Je pense que c'est plus urgent que l'assainissement sismique, à mon avis, du point de vue du futur de nos sociétés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Donc, grand merci à vous deux, en tout cas, pour cette conférence et cette discussion. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et merci.